Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sous l'écorce de l'ananas. Ici, on va parler de l'anxiété avec compassion, douceur, humour et sincérité. Épisode 4, toujours plus, l'anxiété et perfectionnisme avec Marine Huard. C'est avec une joie et excitation immense que je vous partage cet épisode aujourd'hui. Marine Huard est avec moi dans un épisode spécial où nous allons parler d'anxiété et de perfectionnisme. Marine est coach holistique. Elle a récemment lancé son coaching après des années de travail en communication. Elle habite en Suisse, en haut des montagnes, et n'a pas peur de la hauteur. Au contraire, elle prend la vie comme un challenge constant, un moyen de grandir et d'aller plus haut encore. Elle se lance dans cette aventure avec une force et détermination que je trouve hyper impressionnante. Je vais pas vous mentir, elle a été d'une aide très précieuse dans ma vie dans des moments compliqués. Elle a une présence compatissante et sans faille pour aider les autres à avancer avec des clés. Clés qu'elle nous aide à trouver en nous-mêmes, même lorsque tout semble gris. Avec Marine, on a parlé de confiance en soi, de normes et d'acceptation. Alors Marine, bienvenue dans le podcast Sous l'écorce de l'ananas. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci. Je me réjouis. Merci pour cette belle présentation déjà. J'ai plus qu'à être à la hauteur. Moi, je suis sûre que tu vas très très bien t'en sortir. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toi ? Donc, où est-ce que tu as grandi, passé ton enfance et adolescence ? Alors, j'ai grandi en région parisienne, dans une petite ville qui s'appelle Verneuil-sur-Seine, dans le 78, où j'ai passé toute mon enfance et puis toute mon adolescence également. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce changement de carrière assez fulgurant que tu vas faire de la communication au coaching, expliquer les étapes ? Est-ce qu'il y a eu en fait un moment clé dans ta vie où tu t'es dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse ? Et en fait, comment t'en es arrivée là ? Oui, alors assez fulgurant, en fait, ça s'est fait quand même sur pas mal d'années. Moi, j'ai eu mon premier CDI en agence de com en 2014. Donc, c'était vraiment voilà, tout ce que je voulais. Et puis, assez rapidement, même si j'aimais beaucoup en fait, ce que je faisais, je me suis rendu compte que en fait, ça servait à rien. C'était un métier qui, pour moi, en tout cas, n'avait pas de sens. Sachant que moi, j'ai un fort besoin aussi de contribuer, de faire des choses qui sont utiles. Et ça, c'était une vraie souffrance, en fait. Et puis, en 2017, on est parti avec mon compagnon en Suisse. Puis là, je me suis un peu retrouvée en fait dans cette phase transitoire, un peu aussi face au vide, où je me suis dit mais ça va pas, ça peut pas continuer en fait comme ça. Donc là, je suis vraiment plus rentrée dans une quête de sens et personnelle et aussi professionnelle. Pendant des années, je me suis vraiment cherchée professionnellement. Je savais plus ou moins que j'allais aller, vers le milieu de l'humain. J'ai fait une formation en yoga, après j'ai fait de l'astrologie, j'ai même testé du MLM, enfin j'ai vraiment testé beaucoup de choses en fait, jusqu'au jour où je suis tombée sur le coaching holistique. Et là, j'ai eu un peu le déclic parce que c'est vrai qu'en quelques séances, moi j'ai eu le sentiment d'aller plus loin qu'en plusieurs années de psychothérapie. Et donc, de là, je me suis formée. J'ai commencé mes premiers accompagnements avec des femmes qui finalement avaient les mêmes problématiques que moi, donc problème de confiance en elles. Mais en fait, j'ai mis, je pense, 2 ans avant de me lancer sérieusement. Donc pendant 2 ans, j'ai gardé cette activité un peu en mode joujou, puis j'ai continué de me former sur plein d'autres choses à côté pour aller plus loin dans mes accompagnements. Mais j'ai pas sauté entre guillemets le grand pas, il y avait plein de peurs. Et le déclic en fait de me lancer vraiment à 100%, ça a été le jour où en fait au travail c'était plus possible, j'ai craqué finalement. Et puis là, je me suis vraiment dit qu'il était temps de réaliser mes rêves et de me lancer à 100% dans tout ça. Mais ça a été vraiment un long cheminement avant d'arriver à cette étape-là où c'est bon, on y va en fait. En tout cas, c'est vachement impressionnant d'oser prendre ce virage en fait, quand justement on doit se reformer et entre guillemets repartir à zéro. Finalement, il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas le courage de repasser par toutes ces étapes et franchement, bravo, c'est chouette, c'est hyper chouette.
Et j'ai l'impression, en plus, quand je réfléchis à ça, que des changements de direction, en tout cas professionnellement parlant, il y en a eu beaucoup, particulièrement après le Covid, Oui. où en fait, il y a beaucoup de gens qui finalement se sont rendus compte qu'ils avaient envie de travailler peut-être un peu plus avec les gens, enfin avec l'humain, comme finalement toi, tu t'es tourné vers l'humain avec le coaching, et finalement, c'est plutôt chouette, quoi. Finalement, on a tous envie de s'ouvrir encore un peu plus aux autres, et Covid, au moins, il aura servi à ça, quoi. Ouais, clairement, c'est assez fou de voir tous ces changements de direction qu'il y a eu après le Covid. Et même avant, moi, je me souviens que je me faisais souvent la réflexion. Parmi les personnes avec qui j'ai fait mon école de commerce, très rapidement, en fait, il y a énormément de personnes qui ont arrêté en fait ces métiers de bureau et qui se sont tournées vers des activités qui avaient plus de sens. Donc, soit vers de la thérapie, vers du sport, enfin, en tout cas, vers des choses qui n'avaient finalement rien à voir avec ce que nous on avait étudié, mais au final, qu'on quand même, je pense que ça apporte quand même plein de choses, quel que soit le métier que tu fais ensuite. Je ne sais pas si on est fait finalement pour faire tout le temps le même métier. On est tout le temps en perpétuelle évolution. Donc, est-ce que toute ma vie, je ferai ce que je fais aujourd'hui? Franchement, je ne suis pas sûre du tout. Mais c'est ça aussi toute la beauté de la chose. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, mais il faut aussi y aller petit à petit. Tu vois, moi, ça m'a mis des années avant de me lancer. Mais voilà. Ouais. Ouais, moi, je pensais, justement, je réfléchissais parce que avec la création du podcast, c'est en un sens un nouveau projet, sans pour autant abandonner mon projet professionnel en tant que designer. Où à un moment donné, je me disais, est-ce il va y avoir un moment où je vais complètement me tourner vers le podcast et vraiment essayer de faire évoluer cette idée vers peut-être créer une communauté, quelque chose vraiment, enfin, d'un peu plus grand et un peu plus un peu plus grand, quoi. Est-ce que toi, tu pourrais me définir ce que c'est pour toi le perfectionnisme? Alors pour moi, le perfectionnisme, c'est vraiment le perfectionnisme, c'est vraiment ce besoin, comme là ce que je viens de faire, j'ai dit perfectionnisme. Non. C'est ce besoin d'aller chercher tout le temps la perfection, et ça se passe pour moi, ou ça peut se passer dans vraiment toutes les sphères de la vie. Donc ça peut être rechercher la perfection en soi, rechercher la perfection dans ses relations, rechercher la perfection dans sa vie, mais du plus petit acte du quotidien au plus grand aussi. Finalement, le perfectionnisme, c'est un peu une quête qui n'est jamais aboutie, parce que les choses ne sont jamais parfaites. Ce qui est parfait à un instant ne l'est pas 2 secondes après. Toi, tu évolues aussi. Ce qui est parfait pour l'un ne le sera pas nécessairement pour l'autre. Mais c'est tout le temps aller chercher, en fait, ce besoin de perfection. Et est-ce que tu penses que le perfectionnisme, c'est par rapport à tes aspirations à un truc qui est à une échelle qui est plutôt inatteignable, ou uniquement, ou peut-être les deux en fait, par le regard de l'autre? Je pense que je dirais que c'est un peu des deux, et ça dépend peut-être aussi des personnes. Moi, je sais que j'ai tendance à être très exigeante en fait envers moi-même. Donc finalement, ce que j'allais rechercher, c'était répondre à mes standards à moi, plus finalement l'autre. Ou alors en tout cas, c'est toujours par rapport à soi. C'est répondre pour moi à tes exigences personnelles, ou aussi à ce que tu perçois de l'exigence d'autrui. Parce que finalement, c'est pas tant l'autre qui te dit faut que tu sois comme ci, comme ci, comme ça. C'est plus toi qui te dit je dois être comme ci, comme ci, comme ça pour répondre à ses attentes à lui. Donc il y a quelque chose c'est toujours très personnel, en fonction de nos perceptions et de nos exigences personnelles et de ce qu'on perçoit de l'autre et de ses besoins en fait. Ok, ouais, ça a beaucoup de sens effectivement maintenant que tu le places comme ça, parce qu'effectivement, moi je pense à des scénarios de mon quotidien qui me sont arrivés par le passé, où j'ai été heurtée par cette idée de perfectionnisme. Donc par exemple, en fait, quand j'étais avec un ex-petit ami, qui lui en fait faisait beaucoup la fête, buvait beaucoup d'alcool, prenait beaucoup de drogue, enfin vraiment en fait était toujours un peu dans l'excès dans tout.
moi, je voulais que notre relation, elle soit parfaite. Je voulais être la parfaite copine, je voulais être la parfaite copine devant ses amis, devant sa famille, enfin, vraiment que tout soit toujours parfait. Et du coup, je plongeais dans cet univers hyper festif avec lui, alors qu'au fond, j'en avais pas envie. J'en avais vraiment pas envie. Et là, par exemple, j'en parlerai plus longuement à un autre moment, dans un autre épisode, mais moi, j'ai arrêté complètement l'alcool. Et en fait, je me rends compte que c'est ça qu'il me fallait depuis très longtemps. Depuis très, très longtemps, en fait, il fallait vraiment que je me coupe de tout ça. Et en fait, en repensant à ça, je me disais, mais c'est fou parce qu'en fait, ce besoin que ma relation fonctionne à tout prix m'a fait prendre des décisions que je n'avais pas envie de prendre et vraiment de mettre même ma santé mentale, forcément, mais aussi physique en danger, quoi. Ouais, ouais. Et c'est une idée du perfectionnisme que je trouve qu'on va avoir tendance à moins entendre, parce que quand j'entends perfectionnisme, ma première pensée, c'est quand, tu sais, quand on te demande un entretien d'embauche, quels sont vos pires défauts et que tu dis, je suis trop perfectionniste. C'est toujours la même chose, quoi. Mais en repensant à ça, je me dis, c'est marrant parce que moi, je l'ai toujours vachement associé au boulot, enfin au travail, à l'univers professionnel, alors qu'en fait, il se répercute sur d'autres éléments et sur d'autres passages de nos vies. Complètement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche à tout. Toi, tu l'as dit dans le relationnel, mais en fait, dans le professionnel aussi, dans sa vie personnelle, même dans, tu vois, enfin, dans sa manière parfois de faire des tout petits actes. Faut que ce soit vraiment, mais nickel, propre, parfait. Enfin, je pense que c'est dépendamment de la personne aussi, ça va plus se matérialiser dans certaines sphères plus que d'autres, mais en fait, vraisemblablement, ça touche à tout et à toutes les sphères de nos vies. Et est-ce que tu as été heurtée au perfectionniste avant notre petite discussion? Franchement, j'ai été agréablement surprise parce que il y a encore quelques années ou même quelques mois, je me serais beaucoup mise de pression. Mais oui, moi, je pense que ce perfectionnisme-là, je l'ai encore sur, tu vois, là, j'ai encore cette petite voix. J'essaye de pas faire attention à elle d'ailleurs, mais ah, t'as pas bien formulé ta phrase ou ah, est-ce que ça va être bien dit? Est-ce qu'on va bien te comprendre aussi? Ça se matérialise aussi par rapport à notre discussion sur être sûr de ne pas louper des choses ou dire des choses qui vont avoir un impact aussi ou qui auront du sens et pas parler pour parler, tu vois. Donc Ouais. ce serait plus en ce sens-là. C'est parfois, moi j'ai l'impression, quand je suis avec des amis ou avec des collègues, quand je suis avec des gens, en fait, ça n'arrive pas quand je suis seule forcément, parce que je ne me parle pas souvent à moi toute seule, mais quand je parle avec des gens, parfois j'ai l'impression que je suis au-dessus de ma tête en train de me regarder, en train de me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, ma grande? Horrible, c'est hyper déstabilisant. Et alors surtout, moi je l'ai vachement ressenti, ce truc-là, justement, ce besoin de bien faire, ce besoin d'être vraiment bien en tant qu'expatriée. Parce qu'en arrivant à Londres, forcément, tout le monde me parlait en anglais. Et en fait, j'avais vraiment envie de bien faire, donc de bien m'exprimer, etc. Et on m'avait mis très rapidement au boulot sur des calls clients où je devais donc discuter avec le client et expliquer des trucs, des phases de design, des créations, etc. Et où en fait, moi, ça me perturbait énormément parce que j'avais vraiment cette sensation d'être en dissociation de mon corps. Ouais. Où en fait, je me regardais en me disant, waouh, enfin, parfois je me disais des trucs positifs en disant, waouh, c'est bien, tu gères ton anglais là. Ou alors, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, je me disais, mais c'est de l'auto-sabotage là ce que je suis en train de faire. Parce qu'en me regardant comme ça, en ayant cette espèce de regard du jugement sur moi, je me suis auto-sabotée. Donc du coup, bon, après, c'était pas du gros sabotage et ça n'a pas de grande incidence, mais tu vois ce que je veux dire? En fait, je te heurte à ces choses-là. C'est là où je rebondis. Pour moi, le perfectionnisme tire beaucoup sa source aussi dans un manque de confiance ou dans un besoin, en tout cas, qu'on a tous, qui est le besoin d'être aimé et le besoin d'être accepté. Et parfois, on se dit qu'on a besoin d'être parfaite ou de répondre aux attentes des autres, en tout cas ce qu'on perçoit comme des attentes de l'autre, pour être aimé et pour être accepté. Et la source du perfectionnisme, elle est vraiment là, finalement. Et ça, c'est un besoin qui est fondamental. On ne peut pas vivre sans être aimé ou sans s'aimer aussi.
Oui, non, mais bien sûr, de toute façon, ça commence par nous, mais ouais, et puis je pense qu'en plus, ça doit être extrêmement nourri par tout ce qui est réseaux sociaux, etc., où en fait, finalement, enfin, moi, quand j'ouvre mon application Instagram, je me retrouve devant des couples qui ont l'air de sortir d'un magazine, des gens qui partent en vacances tous les week-ends dans des trucs Mhm. paradisiaques. En fait, vraiment, c'est difficile de savoir ce qui est vrai, en fait. Et par moments, je me dis, moi, je sais que quand je vais faire une petite publication, je vais toujours essayer de voilà, être au top de moi, genre un peu jolie, etc., un petit peu rigolote, mais pas trop, un peu naturelle. Et en fait, c'est tout un sketch, quoi. Et finalement, je me dis, mais dans quel sens, moi, je vais considérer que ça, c'est une photo parfaite, par exemple, ou une publication parfaite. Et du coup, en fait, cette espèce de besoin de perfectionnisme, il devient vraiment un espèce de marketing, quoi. C'est que, en tout cas, à travers les réseaux sociaux particulièrement, où je vais faire en fonction de la demande, en fonction de ce qu'il faut faire en ce moment. Donc, voilà, en ce moment, je vais faire plutôt un reel plutôt qu'un post. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu comme ça où tu réponds à la demande pour être dans la boucle, quoi. Ouais. Ben, clairement, je pense que ce besoin de perfectionnisme, ça a été aussi exacerbé par tous les réseaux sociaux en même temps que. Alors, moi, je suis née en 1988. Et en fait, à mon adolescence, on n'avait pas encore tous ces réseaux sociaux. On commençait à avoir, c'était Skyblog à l'époque. Mais moi, Oui. je me souviens que j'avais quand même déjà très fortement ce perfectionnisme. À l'époque, c'était un perfectionnisme. J'étais même obsédée par mon physique. Je ne me supportais pas. J'étais obsédée par mes cernes, par tout ça. Je ne pouvais pas sortir quand j'étais jeune sans être maquillée. Et pourtant, il n'y avait pas encore tous ces réseaux sociaux où, avec Instagram surtout, ben, c'était le propre d'Instagram. À l'époque, on disait dans le monde de la communication, Instagram, c'était le réseau social avec la culture du beau. Euh, Mm. et c'est vraiment ça. Mais tu vois aussi, je trouve que à force d'être dans un monde où ouais, on recherche ce perfectionnisme partout, cette beauté partout exacerbée, on voit de plus en plus émerger des comptes, des femmes qui prônent cette authenticité-là. Le simple fait qu'on ait cette discussion et tu vois qu'on aborde les choses, qu'on dise, ben, en fait, on en a marre, tu vois, de ce truc où faut tout le temps être beau, faut tout le temps Mm. montrer les beaux côtés. Et c'est vrai que depuis quelques années, moi, je trouve qu'on voit de plus en plus émerger ces choses-là de besoin d'authenticité. Et peut-être qu'on avait aussi besoin, moi c'est comme ça en tout cas que je vois les choses, qu'on avait besoin aussi de passer par ce truc de superficialité, perfectionnisme, matérialisme pour retourner pour éveiller en fait ce besoin d'authenticité et retourner à cet état de plus d'authenticité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu dans un monde où sur les réseaux sociaux, il y a un peu encore cette dualité entre des comptes hyper chiadés, tout beau, tout propre, où tu montres avec des femmes qui montrent que les aspects positifs, et puis des femmes qui, de l'autre côté, en fait, vont se montrer complètement démaquillées, se mettre à pleurer sur les réseaux. Et en fait, c'est magnifique, moi, je trouve, tu vois, d'avoir un peu ces deux choses-là qui émergent et ce que ça va générer en termes finalement d'authenticité. Alors, j'espère que je me trompe pas sur Non, mais non, t'as raison. Et je pense qu'en fait, il y a aussi, à travers les mouvements féministes, justement, il y a eu un gros revirement en fait, de situation où finalement, t'as beaucoup de femmes qui ont commencé à prendre la voix. Bon, après, avec le mouvement MeToo, ça a vraiment enclenché quelque chose de très fort. Et en fait, maintenant, en fait, ça c'est que certes, il y a eu donc ce mouvement MeToo, mais ensuite, le MeToo, il englobe tellement de choses. C'est voilà, sur cette question de maquillage, par exemple. Moi, c'était pareil quand j'étais adolescente, j'avais pas envie de sortir sans avoir un petit coup de make-up ou sans mettre lisser les cheveux. Ça, c'est mon grand truc. Parce qu'il fallait absolument que j'ai les cheveux lisses. Et vraiment, le moment où je pense que j'ai compris que ça servait à rien et qu'en fait, mes cheveux, il fallait juste qu'ils restent correctement, enfin bref, ce qu'ils étaient, quoi. Et moi, est-ce que je peux te demander, est-ce que tu t'es... à quel âge tu as eu l'impression que cette idée du perfectionnisme a commencé à vraiment te heurter dans ton quotidien? Est-ce que c'est dès l'enfance ou est-ce que ça arrivait au moment de l'adolescence ou...
Alors en fait, quand je me suis retrouvée sans mon travail donc à Paris, où j'avais vraiment tout donné juste avant de partir en Suisse, là je me suis un peu retrouvée, si tu veux, face au vide et du coup il y a plein de choses qui sont remontées et de là je me suis dit ok c'est bon, je vais voir une psy, je vais travailler sur moi. Et en fait très rapidement, tu vois, dans ma démarche, je me suis rendu compte que j'y allais dans un besoin de perfection. Tu vois, c'est vraiment pas dans un besoin de m'aimer comme je suis, c'était plus dans un besoin de vouloir être encore parfaite. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est quand même vachement violent. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience en fait de mon perfectionnisme. Avant ça, tu sais, il y a des choses parfois tu vis et enfin, c'est tellement en toi et puis t'as pas de recul. Tu sais pas en fait que c'est du perfectionnisme. Tu te dis que tout le monde est comme ça. Mais certaines personnes peut-être le vivent de manière plus forte que d'autres. Et moi, c'est à ce moment-là où, tu vois, j'ai pu prendre conscience qu'il y avait ce perfectionnisme-là, qui, en fait, m'a accompagnée toute ma vie, qui a toujours été là. Et ça m'a mis vraiment beaucoup de temps, sincèrement, à vouloir lâcher ce perfectionnisme. Je pense que ça fait seulement 1 an que j'ai accepté qu'en fait, le perfectionnisme, c'est un fléau, en fait. C'est Tony Robbins, qui est un coach américain, qui dit cette phrase que j'aime beaucoup, que le perfectionnisme, c'est le plus bas standard de l'humanité. Et c'est vrai, parce que, en fait, tu cours après un truc qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Même, regarde par ta fenêtre, regarde la nature. La nature, elle est imparfaite. Tu vois, les arbres, elles sont vertes, après elles sont jaunes, il y a de la terre, il y a des feuilles qui sont mortes. Moi, je pars du principe que toutes les plus belles leçons de la vie, elles sont en fait inscrites dans la nature. Ça m'a pris du temps d'accepter qu'en fait, il y a à lâcher aussi ce perfectionnisme parce que je suis en train de m'auto-saboter, je suis en train de me tuer moi-même en fait. Et ça n'a pas été facile parce que moi, j'avais cette peur de, oui, mais si je lâche mon perfectionnisme, je vais lâcher mes exigences. Et puis, qu'est-ce qui va devenir de ma vie, tu vois? Parce que c'est aussi ce qui m'a guidée, ce qui m'a poussée. Mais en fait, je pense qu'il y a à revenir à cet état de donner le meilleur de soi-même et en même temps être dans l'acceptation et tu vois, la bienveillance de, ok, j'ai donné ça, c'est parfait en fait. Et la perfection est imperfection. Voilà. Ouais. Du coup, concernant l'anxiété et le perfectionnisme, comment est-ce que tu ressens cette espèce d'association maléfique qui travaille ensemble? Ouais, ben justement, en fait, le perfectionnisme ne peut générer pour moi que de l'anxiété parce que, comme on l'a dit, tu cours après un truc qui n'existe pas. Donc à partir de là, tu n'es jamais vraiment satisfait. Ça crée un sentiment d'anxiété et des angoisses permanentes qui te suivent tout le temps. Mais ouais, c'est vraiment ça, tu vois, c'est ce côté où, en fait, tes attentes qui ne sont jamais vraiment atteintes, ta recherche de perfection constante, je vois pas ce que ça peut créer d'autre que de l'anxiété. Donc c'est vrai que moi, j'ai toujours connu, tu vois, cette angoisse et cette boule qui se matérialisait beaucoup au niveau de mon plexus solaire, puis dans la gorge aussi, cette incapacité parfois, tu sais, à respirer. Quand j'étais dans des situations où, professionnelles ou même personnelles, vouloir bien faire les choses, tu vois. Et moi, ça s'est beaucoup matérialisé dans ma vie sur un côté où je me suis suradaptée. Vraiment, en fait, je captais l'autre, bam, bam, bam. Ok, vas-y, toi, tu lui donnes ça parce que tu penses que c'est ce dont il a besoin. Un caméléon, quoi. Carrément, moi, ça a été jusqu'au mutisme, tu vois, où je me souviens que moi, j'étais terrorisée quand j'étais plus jeune, quand on était en groupe. Je savais pas comment faire, en fait, tu vois, je n'osais pas prendre ma place, j'avais peur de mal faire les choses, de dire ce qu'il fallait pas, et puis que du coup, le groupe me rejette. Et en fait, du coup, j'étais dans un mutisme, mais vraiment, c'est-à-dire que moi, je pouvais passer des soirées à être là, et en fait, on ne m'entendait pas. Et même, ça m'est arrivé dans le professionnel, une expérience où j'avais complètement perdu confiance parce que je trouvais pas ma place,
où en fait, j'étais dans un truc de mutisme, en fait, mais parce que j'ai peur, tu vois, que si je vais dire quelque chose, ça va être mal vu, mal perçu, on va me rejeter. Donc, tu vois, les deux sont indéniablement liés. C'est ton perfectionnisme qui va aussi créer une forme d'anxiété et de l'angoisse. Alors moi, ça ne se matérialisait pas sous forme de crise d'angoisse. C'était vraiment une sensation permanente qui était là. Et d'ailleurs, j'en avais pas conscience jusqu'à il y a quelques années en arrière. J'avais pas conscience qu'en fait, ce que je ressens, mais en fait, c'est de l'anxiété, tu vois. Parce que à un moment donné, quand tu vis un truc tout le temps, tu sais pas ce que c'est. Ouais. En fait, c'est tellement familier que vivre sans, ce serait ça le choc. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est quand tu reviens à ton état genre normal. Ah, je suis comme ça dans mon corps. En fait, oh, c'est fluide, ça circule. Cette boule et tout, tu te dis, ah ouais, en fait, c'est cool. C'est ça ton état normal. Je vois très très bien ce que tu veux dire parce que je sais que tu vois, pour revenir sur cet exemple que j'avais avec l'alcool à un moment donné, où en fait moi je me suis mise dans des situations où j'allais avoir honte de moi après, etc. Mais parce que je voulais être la bonne pote dans le groupe de potes, donc boire des verres avec eux, sortir avec eux et en fait vraiment vivre le truc à fond. Alors après, je le faisais pas pour eux, je le faisais pour moi encore une fois, c'est parce que j'adore voir mes amis, j'adore passer des soirées avec eux et j'aime bien faire la fête forcément. Le problème, c'est qu'en fait, moi, ça a commencé à partir dans un côté beaucoup trop extrême. Et que du coup, cette idée de perfectionnisme, genre d'être la bonne pote parfaite, ça a eu des conséquences désastreuses sur ma santé mentale. Où en fait, moi, je me retrouvais le lendemain d'un apéro avec des copines qui étaient hyper chouettes. Mais parce qu'on avait bu du vin ou je sais pas quoi, le lendemain, de me retrouver à faire des crises de panique chez moi, à pas pouvoir sortir, à pas pouvoir aller faire du sport, à pas pouvoir profiter de mon week-end. Parce que, en fait, j'ai voulu boire des verres avec mes copines parce que je voulais être bien. Et puis même, genre, je trouve qu'il y a une espèce de serpent qui se mord la queue avec l'anxieux, et particulièrement sur l'alcool, où en fait, moi, j'avais cette tendance à me dire je vais boire un verre parce que je me sens un peu anxieuse et du coup, ça va me calmer. Mais alors, du coup, en fait, le lendemain, tu te sens mal parce que tu as bu un verre, etc. Et en fait, vraiment, tu fais des cercles comme ça et tu ne sors pas, quoi. Mais parce que vraiment, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que depuis que l'alcool n'est plus dans ma vie, c'est comme si je sais même pas si c'est je me retrouvais, mais je me trouvais, en fait. Parce que tout vient plus clair. Et comme tu disais, en fait, c'est comme ça que je suis quand je suis moi, tu vois. Et c'est, en fait, là, je suis en train de découvrir. Alors, c'est pas complètement une personne complètement différente, mais c'est une personne qui est juste plus calme, qui est plus stable, et vraiment, c'est un truc. Moi, je comprends toujours pas le miracle. Et pourtant, j'ai fait de la thérapie, j'en fais beaucoup encore, je fais de l'EMDR, je fais plein de choses, je fais beaucoup de travail sur moi depuis plusieurs années. Et en fait, j'ai l'impression que il fallait qu'il y ait cet arrêt de l'alcool pour pouvoir vraiment travailler en profondeur, parce que sinon, j'avais une espèce de masque en fait tout le temps. Et c'est même pas juste par rapport à l'alcool, c'est que l'alcool, en fait, c'est une première étape qui permet d'ouvrir des portes, en fait. Et vu que je suis plus claire avec moi-même parce que je suis moins fatiguée, etc., du coup, je suis plus à même à recevoir de la part de la thérapie, recevoir de la part de l'EMDR et à travailler en profondeur sur des traumas ou autres. Mais en fait, c'est intéressant, je trouve, tu vois, ce que tu dis. Alors, toi, tu l'as vécu par rapport à l'alcool, mais on peut... Moi, pour le lier, en fait, au perfectionnisme, je pars du principe qu'on n'est pas perfectionniste, dans le sens où c'est pas qui on est fondamentalement. Par contre, c'est un mécanisme de survie qu'on met en place parce qu'on a un besoin d'être aimé, d'être accepté. Et ce que ça peut créer, et ce que ça crée, c'est une dissociation de qui on est fondamentalement, tu vois, parce qu'on va, comme toi avec l'alcool, où tu vas boire pour t'adapter à tes copains, pour faire plaisir à tes copains, pour avoir du fun avec eux, mais finalement, tu n'es plus qui tu es, tu vois. Et le perfectionnisme, c'est aussi ça, c'est ce côté où parfois, on va se suradapter, on va se perdre, en fait, et on va plus savoir qui on est parce que
on veut répondre à ses exigences ou à ce qu'on perçoit des exigences de l'autre. Donc c'est là où ça peut être dangereux aussi, c'est que dans ce perfectionnisme-là très poussé, tu peux te perdre en fait. Mais pour moi, c'est pas un trait de caractère, tu vois, à proprement parler, c'est un mécanisme de survie qui est là pour te protéger à un moment donné, parce que c'est des trucs qu'on met en place quand on est très jeune, tu vois, pour survivre. Peu importe le contexte familial, peu importe l'environnement dans lequel on évolue, on met en fait en place des protections et si on les transforme pas, ça reste. Et puis tu vois, ça peut effectivement nous saboter. Comme toi, tu aurais peut-être continué de te saboter et passer à côté de qui tu es si tu n'avais pas eu toutes ces prises de conscience qui ont fait qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, mais là, en fait, je peux plus vivre comme ça, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que tu sens que le perfectionnisme se reflète aussi en fait sur comment on va modeler nos existences, dans le sens où en fait, je veux dire que par exemple, tu sais, on a une espèce de, il y a une espèce de cliché, tu sais, qui dit que bah voilà, quand tu es un être humain sur Terre, il faut que tu sois marié à tel âge, avoir un enfant à tel âge, avoir une carrière à tel âge, machin. En fait, il y a une espèce de bullet list, tu vois, qu'on doit faire. Et j'ai l'impression que ça, justement, c'est une grande partie du perfectionnisme contemporain. Où en fait, c'est vraiment, voilà, c'est un truc hyper sociétal où il faut qu'on coche des cases, il faut qu'on réponde à des... C'est même pas des demandes, en fait. Il faut juste qu'on réponde à des normes. Et du coup, parce que je me souviens que moi, par exemple, j'ai eu une séparation avec un petit ami il y a quelques temps. Et je me souviens que quand je m'étais séparée de lui, il y avait une partie de moi, bon, c'était pas toute la partie de moi, mais il y avait une partie de moi qui me disait, mais en fait, qu'est-ce que je vais expliquer à mes parents? Qu'est-ce que je vais expliquer à mes grands-parents? Et comment je vais expliquer à mes amis? Parce qu'il y a ce côté où je me disais, mais on va se moquer de moi, on va se dire, mais Camille, t'arrives à un âge où il faut se mettre en couple, où il faut fonder une famille, etc. Et moi, j'envoyais tout valser, entre guillemets. Ouais. Et ça, vraiment, c'est le côté du perfectionnisme que je trouve peut-être un des plus tristes, parce que vraiment, là, c'est vraiment plus du tout par rapport à toi, quoi. Clairement, je pense qu'il y a de toute manière toutes ces normes auxquelles on doit répondre. Tu vois, la vie professionnelle, ta carrière, te marier. Puis j'ai le sentiment quand même que quand tu es une femme, alors je veux pas dire que c'est moins fort pour les hommes parce qu'ils ont aussi leur challenge, mais quand tu es une femme, c'est clair que tu as un peu ce poids de vie de famille, d'être la bonne mère, en même temps d'avoir une carrière professionnelle, de tenir ta maison, tu vois, et puis ouais, d'être la bonne épouse, enfin d'avoir un peu tous ces rôles-là. Et c'est vrai que quand tu suis pas un peu toutes ces cases, ça peut tu peux être incomprise aussi de tes proches, ou ça peut générer un peu de confusion. Mais c'est là où finalement, moi je trouve que c'est magnifique, parce que je me dis qu'en fait, ça nous force à revenir à nous, tu vois, et ça nous force à en fait revenir à ce qui est juste pour nous, quel que soit ce que ton environnement peut te renvoyer, les questionnements que ça peut générer, tu vois. En fait, de te réancrer dans ce qui est juste pour toi. Et c'est là où c'est peut-être aussi, tu vois, une opportunité, en fait, de revenir à nous et à ce qui est fondamentalement juste pour nous, peu importe ce que la société nous dit. Et les choses, de toute manière, sont en train d'évoluer. On est en train de les casser, hein, ces barrières. Le monde, il est vraiment en train de changer. Donc c'est énorme, hein, tout ce qui est en train de se passer depuis quelques dizaines d'années, qui va continuer de se passer. C'est vraiment fou. On est en train de casser ces normes. Du coup, ça me donne envie de rebondir sur cette idée qu'en fait le perfectionnisme, c'est pas forcément juste négatif. Qu'en fait, finalement, si on a ce besoin de perfectionnisme, c'est aussi pour pouvoir revenir à son soi plus authentique. Donc en un sens, en fait, le perfectionnisme aurait un aspect bénéfique dans le quotidien, en tout cas dans notre apprentissage. Alors non, je pourrais pas dire ça comme ça. Je pourrais pas dire ça comme ça. Pour répondre à ce que tu dis, je dirais plutôt que, tu vois, ce serait plus toute cette pression qu'on peut avoir de l'extérieur, toutes ces normes, et puis
toutes ces personnes qui prennent conscience qu'en fait, mais elles sont potentiellement pas plus heureuses en étant mariées. Alors, tu as des gens, oui, hein, je veux pas du tout remettre ça en question. On est en train de toucher un truc, mais tellement sensible là. Un match des œufs, c'est un critique. Non, mais en fait, il y a des gens qui sont super heureux en ayant cette vie-là. Et en fait, c'est OK parce qu'il y a des gens qui sont nés pour être maman. Tu as des gens qui sont nés pour être femme. Et tu as des gens qui sont aussi nés pour vivre une vie libre et puis pour avoir d'autres projets que des enfants. Tu vois? En fait, pour moi, c'est plus... je sais pas si... c'est pas le perfectionnisme qui est une opportunité. C'est plus tout ce qu'on vit en ce moment, toute cette émancipation, toutes ces personnes qui reviennent à elles ou qui prennent conscience qu'en fait, elles sont pas spécialement plus heureuses en ayant tel métier, en faisant carrière ou en ayant des enfants, parce qu'au bout d'un moment, les enfants partent aussi. C'est toutes ces opportunités-là qui font que... pour moi, il y a un truc où, tu vois, dans ce que tu dis dans ta phrase, le perfectionnisme, c'est pas un cadeau. Et je voudrais pas que les perfectionnismes s'attachent au perfectionnisme, tu vois, parce qu'on leur dit, en fait, c'est bien le perfectionnisme. Parce que moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal, comme je le disais tout à l'heure, à me détacher, en fait, de ce perfectionnisme-là. Okay. Donc, du coup... pour moi, non, c'est vraiment pas ce perfectionnisme qui a une opportunité, c'est plus effectivement tout ce qu'on vit et toute cette émancipation qu'on vit, toutes ces prises de conscience où, tu vois, si on regarde un peu à l'échelle de, tu vois, l'évolution de la société, tu as eu la recherche du bonheur par, tu vois, ta vie de famille, la recherche du bonheur par le matérialisme. Aujourd'hui, on est dans une recherche de bonheur qui est plus personnelle aussi, tu vois, vraiment à l'ère du développement personnel et de toutes ces questions-là. Et c'est une invitation à effectivement revenir à soi, revenir à ce qui est juste pour soi. Et c'est plus tu vois, un peu cette ambivalence entre ces deux mondes. Tu as le monde d'hier et puis tu as le monde d'aujourd'hui qui est en train de se créer. Et puis du coup, il y a vraiment à être en fait super fort et super ancré dans notre vision de ce qui est juste pour nous, même si ça correspond plus aux normes en fait d'hier, et aussi à pas faire culpabiliser, tu vois, les gens ou dire qu'en fait ils sont complètement à côté de la plaque, les gens qui veulent juste avoir des enfants, une vie de famille tranquille, et puis leur petit métier tranquille ou leur grand métier tranquille, tu vois. En fait, mais c'est OK, c'est même merveilleux, tu vois, si tu es heureux là-dedans, mais tant mieux. Mais il n'y a juste pas à juger ceux qui ne font pas ce choix-là, en fait. Ouais. Du coup, Marine, comment est-ce que tu penses qu'on peut régler son besoin de perfectionnisme? Pour moi, ça passe déjà avant tout par prendre conscience que le perfectionnisme, c'est pas quelque chose qui t'aide, en fait, fondamentalement dans ta vie. Que ça peut être un frein, tu vois, qui t'empêche de faire ce qui est juste pour toi, qui t'empêche de passer à l'action aussi, qui peut te faire perdre du temps sur plein de choses. Il y a vraiment à prendre conscience déjà de cet aspect-là et à vouloir lâcher le perfectionnisme, tu vois, parce que c'est pas toujours facile. Ça fait peur, en fait, de lâcher ce truc-là. Donc, puis il s'agit même pas de le lâcher, en fait, c'est plus d'aller le transformer, tu vois, en quelque chose qui est aujourd'hui plus juste pour nous. Et pour moi, ça passe vraiment aussi par, en fait, aller travailler en profondeur, tu vois, sur son amour de soi et son acceptation aussi de soi, de pas aller chercher à vouloir être plus que ce qu'on est. En fait, tu es déjà parfaite comme tu es. Moi, je pars du principe que tout est déjà en nous. Et en fait, pour moi, le jeu, c'est juste d'aller enlever, tu vois, des voiles, d'aller enlever des protections pour te révéler à toi-même, te permettre de t'épanouir, de t'expanser. Mais en fait, tout est déjà là. Et c'est vraiment travailler sur ces questions d'acceptation de soi, d'acceptation
de ses faiblesses, de ses ombres comme de ses forces aussi, parce que tout est magnifique en fait. D'aller travailler sur ses blessures, ses blessures de rejet, ses blessures d'abandon, tu vois, enfin, sur toutes ces blessures qui sont liées à ce besoin de perfectionnisme. Parce qu'en fait, fondamentalement, derrière ce besoin, tu vois, tu as des peurs, tu as des manques. Donc d'aller en fait travailler à la source de tout ça. Est-ce que tu aurais justement pas des astuces, mais en fait des livres à conseiller pour les auditeurs, ou alors peut-être des films ou quelque chose en fait qui aborde un petit peu ces problématiques, à la fois parce que là par exemple tu parlais des blessures de l'âme. Moi je pense au livre que tu m'avais recommandé, Les 5 blessures de l'âme. Je me souviens plus qui l'avait écrit, mais qui était très bien. Ouais, il y a le livre effectivement des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Elle a écrit un livre aussi sur le pouvoir de l'acceptation. Mais je dirais surtout aussi de ne pas hésiter à se faire accompagner, tu vois, dans ces problématiques, de ne pas hésiter à en parler aussi à son entourage. Mais déjà, tu sais, d'avoir conscience des choses, c'est déjà énorme en fait. D'avoir conscience de « Ah purée, mais là, attends, je suis en train de passer 4 heures à faire ça. Non mais ça va pas du tout. Pourquoi, après quoi je cours en fait ?» D'avoir juste conscience de ce qu'on fait à chaque instant, c'est déjà énorme. Comment est-ce que toi, tu recharges les batteries ? Moi, j'aime bien passer du temps avec moi. Quand je me sens un peu à partir dans tous les sens, juste prendre du temps pour moi, écrire. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé écrire pour me libérer puis sortir ce qu'il y a à sortir. Revenir en son corps aussi, ça aide beaucoup à sa respiration. Les bouger aussi dehors, tu vois, marcher. Bon, moi, j'ai la chance de vivre à la montagne, d'avoir la nature à proximité, mais même quand on vit en ville, en fait, d'aller se balader, de prendre l'air, de bouger. En fait, c'est juste revenir à soi, revenir en son corps, et puis écrire aussi pour libérer le trop en fait qu'il peut y avoir parfois dans la tête. Ouais, puis en plus je trouve que pour l'écriture il y a un côté où parce que tu mets par écrit, tu peux prendre plus de distance avec ce qui se passe dans ta tête, et du coup ça devient beaucoup plus clair. Et par moments, enfin moi je sais que par exemple si je suis dans un scénario où je vais avoir une petite dispute avec mon copain et où je vais écrire un petit peu parce que je sens que je suis un petit peu trop que j'ai trop d'émotions à la fois, que je suis un peu perdue, que je vais écrire et que je vais me rendre compte qu'en fait c'est pas très grave ce qui est en train de se passer, et que là moi je suis en train de overthink tout le truc et d'avoir mon cerveau en ébullition, alors qu'en fait tout va bien. Enfin, voilà, encore une fois c'est ce besoin que la relation se passe parfaitement bien, alors qu'en fait c'est normal d'avoir des moments où on n'est pas d'accord, etc., quoi. Exactement, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Sinon, franchement, on se ferait, je vais pas dire de gros mots, mais franchement, on s'embêterait un petit peu si tout était parfait et si tout était lisse. Ouais. Enfin, moi, personnellement, je sais pas si j'aimerais une vie comme ça. Mais effectivement, tu vois, de pas s'accrocher en fait. Et ça s'apprend, hein, c'est pas facile, je sais. Parce que parfois, on a tendance à s'accrocher en fait à ce qu'on ressent, à ses pensées, à ses émotions. Donc clairement, en fait, tout ce qui est méditation, respiration, c'est yoga, c'est des choses qui aident aussi à tout ça. Pour justement prendre un peu de distance, l'écriture, et se détacher en fait de ce qu'on ressent, de cette émotion. Le perfectionnisme, je l'ai aussi connu quand j'ai commencé finalement tout ce travail personnel entre guillemets à vouloir aller mieux, en fait, à me sentir plus en paix avec moi-même. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de colère en moi. La colère, c'est un truc qui me suit depuis longtemps. En tout cas, mon adolescence, c'était chaud, où j'avais des épisodes de colère où franchement, j'explosais. Et puis, quand j'ai commencé tout ce travail, il y a en fait toute une partie de moi que j'ai voulu un peu masquer, tu vois, et notamment cette colère, parce que c'est pas beau à voir, tu vois.
où en fait, finalement, tu vois, je m'autorisais même plus à vivre ma colère. J'essayais de chut, 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 tais-toi. Alors qu'en fait, toutes les émotions, des choses à nous apprendre, et la colère aussi, c'est magnifique. Et aujourd'hui, tu vois, je suis revenue dans un truc où je suis beaucoup plus dans l'acceptation même de ma colère, de ce que je ressens. Puis en fait, je la laisse s'exprimer. Et en fait, plus je la laisse s'exprimer, tu vois, dans l'instant, moins je m'y accroche et moins elle est présente parce que j'écoute aussi le besoin qu'il y a derrière. Mais il y a effectivement ce perfectionnisme. Du coup, là, on rentre dans un perfectionnisme au niveau de ses émotions. Et même, tu vois, moi, je trouve que le fait de parler d'émotions positives et d'émotions négatives, en fait, rien que là, dans l'idée, il y a quelque chose de fondamentalement faux parce qu'en en fait, il n'y a pas d'émotions positives, il n'y a pas d'émotions négatives. Alors, je comprends le concept et le principe. Il y a des émotions plus plaisantes que d'autres, on va dire. Mais en fait, toutes les émotions sont belles et il y a aussi à s'autoriser à vivre toutes ces émotions et même sa sensibilité aussi, tu vois. La dernière fois, j'entendais une personne en coaching me dire ouais, mais moi, je suis hypersensible, mais en fait, je m'autorise pas à le montrer parce que je veux être forte, tu vois. Et je me disais, mais waouh! Mais en fait, tu vois, c'est là où c'est triste, c'est de se dire que parce qu'on est sensible, en gros, dans notre perception, on peut potentiellement être quelqu'un de pas fort, de petit, en fait, exprimer sa sensibilité et sa vulnérabilité. Mais mon Dieu, en fait, je trouve ça terriblement badass, tu vois, aussi. Donc voilà, le perfectionnisme, effectivement, on le retrouve dans toutes les sphères, et y compris dans s'autoriser à vivre ses émotions et ses émotions même négatives, comme on les appelle. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je sais que en comparaison, moi, plutôt l'adolescence, c'était dans des grosses crises de larmes plutôt que des crises de colère. Et en fait, ça m'a suivi jusqu'à il y a encore pas si longtemps où moi, je pouvais très, très vite m'effondrer en un claquement de doigts dès qu'il y avait une contrariété, en particulier avec mon copain ou avec des proches, genre des gens qui me sont vraiment très, très proches. Et c'est finalement, ouais, après avoir commencé à prendre ce recul et à réaliser en fait que voilà, en fait, que de temps en temps, il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour juste faire une sorte d'état des lieux, en fait, avant de laisser exploser quelque chose. Du coup, en fait, je sais pas, j'avais l'impression que ça me bloquait, en fait, sur certains points, mais que là, en fait, maintenant, ça devient de façon plus mesurée. Ça fait sens, mais est-ce que c'est pas aussi le fait que tu as accepté à un moment donné cette sensibilité et fait que, en fait, tu vis mieux les choses? Moi, je pense sincèrement, en fait, que tout part de l'acceptation. D'accepter à un moment donné, ouais, j'ai de la colère. Et en même temps, cette colère, mais c'est aussi un moteur. Ouais, j'ai de la sensibilité. Et cette sensibilité-là, elle va me permettre de capter plein de trucs, tu vois, aussi de l'autre, ou d'être très empathique. C'est des forces, en fait. Mais tout passe vraiment par cette acceptation. Et si tu n'acceptes pas, en fait, pour moi, si tu n'acceptes pas, en fait, tes parts d'ombre, tu vois, tu peux aller nulle part. Tu ne peux pas avancer. C'est comme si tu essayes de mettre les choses sous un tapis, mais en fait, sous le tapis, il y a toujours ces choses-là. Et qu'en fait, il y a à les prendre, à les embrasser, à les accepter, à les transformer vers quelque chose de plus juste, finalement, pour soi aussi, et à les vivre, en fait. Si on revient sur ses émotions, sur sa tristesse, sur sa colère, juste tu vis le truc, et puis après, tu t'accroches pas, par contre. Ça, c'est un sujet, mais... Oui, non, mais complètement. Et en fait, ça me fait faire le lien avec l'anxiété, en fait, finalement, parce que je me souviens, au moment du début de mon anxiété, donc dans les premiers mois, j'avais discuté avec une de mes amies qui, elle, souffrait d'anxiété depuis plusieurs années et qui m'avait dit, ah, mais en fait, tu sais, pour l'anxiété, il faut juste que tu l'acceptes. Et vraiment, tu sais, quand tu entends ça, je te dis, non, mais enfin, là, ton conseil, par contre, voilà, je vais avoir besoin d'un peu plus, en fait, là. Mais alors qu'en fait, elle avait totalement raison, parce que c'est au moment où j'ai commencé à être dans l'acceptation, et je rebondis pour ce que tu disais, ce moment où je commençais à passer dans l'acceptation, à me dire, en fait, si je fais une crise d'anxiété, c'est pas grave. Ou alors, si je fais de l'anxiété quand je prends l'avion, si je fais de l'anxiété quand je prends le métro, c'est pas grave. C'est chiant, c'est pas très agréable, mais c'est pas grave, je vais pas en mourir, enfin, tout va bien se passer. Et en fait,
c'est à ce moment-là que du coup, en vrai, finalement, genre, tout a commencé à diminuer de façon considérable et que je pouvais commencer à prendre un petit peu le contrôle avec ça. Et puis en plus, voilà, une bonne hygiène de vie, etc., quoi, et un bon soutien. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile d'accepter, tu vois, ces choses-là parce que c'est un, c'est tellement dur à vivre tu vois, quand on peut plus prendre le métro, quand on peut plus sortir avec ses amis. Enfin, donc ça prend du temps d'accepter. Donc quand on n'est pas capable d'accepter, quand on ne peut pas accepter, il y a aussi à accepter qu'on n'accepte pas. C'est un début aussi, tu vois, accepter qu'en fait je n'accepte pas que j'ai de l'anxiété. Puis un jour tu vas avancer et tu vas accepter en fait que tu auras de l'anxiété parce que c'est vrai que sinon c'est un peu un cercle vicieux en tout cas pour l'anxiété, c'est-à-dire que quand tu as cet épisode où tu sens que ça monte, si toi-même tu es dans un rejet de non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas, en fait ça crée encore plus, tu vois, ça crée encore plus d'anxiété. C'est tout le pouvoir de l'acceptation. L'acceptation, c'est vraiment quelque chose de magique, hein. Donc ça commence effectivement par là, mais ça peut aussi juste commencer par prendre conscience que en fait ça te fait chier, ça te saoule et tu n'acceptes pas cette anxiété, tu vois, plutôt que de ne pas vouloir l'avoir. Non, que c'est là et accepte que en fait tu n'acceptes pas. Ouais, c'est sûr. Après, moi, je pense que en un sens, tu vois, l'anxiété, elle a des aspects un petit peu bénéfiques dans mon quotidien où en fait, parce que je veux pas qu'on voit l'anxiété comme une espèce de petit monstre, quoi. En fait, pour moi, l'anxiété, c'est plus. Tu vois, j'avais utilisé à 2-3 reprises l'expression compagnon de route en parlant de l'anxiété, mais parce que je pense que c'est vraiment ça, en fait. Parce que l'anxiété, c'est un outil à l'intérieur de toi. C'est un peu comme une alarme dans ta tête. Bon, alors, pour beaucoup, c'est pour des raisons complètement qui ont pas forcément lieu d'être. Mais il y a des situations où, en fait, l'anxiété, c'est cette alarme qui te dit là, tu vois, par exemple, je préférerais être tranquille. Donc, pour prendre un exemple un peu comme ça sur le tas, c'est que je sais que, par exemple, parfois, je vais me rendre je sais pas, un rendez-vous avec des gens, etc., dans un café ou autre, et je vais ressentir un peu l'anxiété sur la route parce que je me dis, mais en fait, j'avais qu'une envie, c'était d'être chez moi, toute seule et de chiller un petit peu. Ouais, exactement. Mais c'est magnifique, tu vois, parce que c'est une émotion et une émotion, c'est là pour te communiquer un besoin. Donc, de te dire que c'est un compagnon de route, en fait, qui est là juste pour te dire, oups, attention, ton besoin n'est pas satisfait, ou oups, attention, il y a une peur, il y a un potentiel danger. En fait, c'est effectivement déjà énorme. Et là où ça peut prendre trop d'ampleur, finalement, c'est quand tu n'écoutes pas ton besoin. Parce que l'anxiété va te dire « Oh, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas !» Et c'est là où, tu vois, ça devient invivable. Mais si tu rentres effectivement dans cette relation que toi, tu as réussi à créer et qui est magnifique avec mon anxiété, c'est mon compagnon de route, c'est mon petit ami qui est là en mode « Ah, attention, là, j'aurais préféré faire ci ou j'aurais préféré faire ça, ce besoin-ci n'est pas satisfait. » En fait, tu es dans l'écoute de ton besoin et puis ton anxiété, elle dit « Ok, c'est bon, tu m'as écouté, maintenant, je repars. » Et puis à la prochaine fois, tu vois. Ouais. C'est magnifique, ouais. Du coup, dernière question, Marine, qu'est-ce que ça évoque pour toi sous l'écorce de l'ananas? Pour moi, sous l'écorce de l'ananas, ça évoque vraiment l'être humain, tu vois, dans toute sa beauté, à savoir l'écorce, ça pourrait représenter ces masques, tu vois, qu'on se crée pour s'adapter, pour être aimé, pour se protéger, pour survivre. Et puis derrière cette écorce, qui on est dans toute notre beauté, avec notre douceur, le côté pétillant, tu vois, le côté très savoureux aussi de l'ananas. L'ananas, ouais, c'est une belle image pour représenter l'humain, je trouve, avec ses masques et avec qui il est derrière, en fait, c'est cette écorce. Merci beaucoup, Marine. Merci à toi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Cette discussion avec Marine, je l'ai trouvée vraiment enrichissante. J'ai pu apprendre beaucoup, à la fois sur son métier et sur sa vision de la vie et des anxieux, et de comment avoir une vie peut-être un peu plus stable. J'espère que pour vous aussi, il vous apportera quelques solutions, ou en tout cas vous éclairer sur le sujet. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le moi avec des étoiles. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram à Sous l'écorce de l'ananas. Merci beaucoup pour votre confiance. Et n'oubliez pas, il y a plus que l'anxiété sous l'écorce de l'ananas.